Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous des rendez-vous éco-responsables qui est dédié aujourd'hui à un sujet essentiel, la digitalisation. Alors pour nous éclairer, nous avons la chance d'avoir deux gérants spécialistes, parce que nous avons Cédric Pontier de DNCA et à côté Alexandre Ziloff de Thématique AM. Alors on a tous vu dans nos vies personnelles, pendant l'épisode très difficile de la pandémie, à quel point la digitalisation s'est rapidement développée, avec le télétravail qui s'est accéléré pour beaucoup de cadres et dans toutes les entreprises, beaucoup d'investissements sur ce sujet. Mais si on regarde les chiffres à plus long terme, on voit que c'est une tendance beaucoup plus fondamentale. Donc je cite le Forum économique mondial. Ils estiment que d'ici 2025, donc 2025 c'est 3 ans, le processus de transformation digitale de l'économie va générer 100 000, il faut bien prononcer les chiffres, 100 000 milliards de dollars supplémentaires. Et du côté de la génération de données, qui est le cœur de ce processus de digitalisation, alors on se regarde d'autres chiffres. Donc en 2010, on dit que dans le monde entier étaient créés 2 zeta-octets de données. Alors, qu'est-ce qu'un zeta-octet? C'est un trilliard d'octets. Vous voyez l'octet qui est l'indicateur de base, donc un trilliard d'octets. En 2010, 2 zeta-octets. 2020, donc il n'y a pas si longtemps, 64. Et les projections, c'est pour 2035, plus de 2000 zeta-octets de données. Donc on voit que le processus est complètement exponentiel, assez vertigineux. Et pourtant, si on regarde plus près de nous, le Nasdaq, donc qui est la bourse où sont cotées toutes ces valeurs technologiques, n'est pas en grande forme depuis un an, même les performances sont assez mauvaises. Donc peut-être tout simplement, ma première question pour vous deux qui suivez les marchés au quotidien, ce serait essayer de comprendre, d'essayer de comprendre ce hiatus entre ces perspectives très positives, un Nasdaq aujourd'hui qui fait plutôt grise mine. Donc voilà, est-ce que Alexandre, comment vous nous expliquez ça? Quels sont les fondamentaux derrière? Alors ce que nous on observe sur les dernières vagues de résultats typiquement des sociétés dans nos univers d'investissement ou dans nos portefeuilles, c'est que la demande, les fondamentaux des entreprises restent très solides. On n'a pas eu de ralentissement marqué, que ce soit sur les acteurs de la digitalisation classique ou que ce soit sur des acteurs type semi-conducteurs. On n'a pas vu réellement de ralentissement brutal de la demande et particulièrement du côté des entreprises. Ce qui joue vraiment sur le comportement boursier de ces entreprises, ça va être des problématiques un peu plus macroéconomiques et notamment les politiques monétaires qu'on a vu se tendre un petit peu, notamment aux États-Unis. Et tout cela a un impact dans la manière dont les investisseurs vont valoriser ces sociétés à long terme et de manière plus générale les sociétés de croissance, pas que la partie technologique. Là où on a vu effectivement quelques petits frottements, si j'allais dire, cette année, c'est effectivement un petit peu en Europe, des cycles de vente qui peuvent se ralentir un petit peu pour les acteurs du logiciel, avec des clients qui sont un petit peu plus prudents sur leurs dépenses, avec l'incertitude économique devant nous. Et on a vu également pour des acteurs américains un impact de la devise, avec le dollar qui s'est nettement apprécié par rapport aux autres monnaies globales, qui ont un impact effectivement sur les entreprises domiciliées aux États-Unis. Donc un petit vent contraire sur le chiffre d'affaires, mais la demande sous-jacente et organique reste très bien orientée, malgré cette période de pandémie qui a fait craindre une accélération trop brutale de ce phénomène de numérisation ou de digitalisation. D'accord, donc ce seraient des sujets plutôt de macroéconomie, en fait, bien plus que des fondamentaux du secteur. Je ne sais pas, Cédric, si vous êtes sur la même ligne, Oui, bien sûr, je suis absolument aligné avec ce que vient de dire Alexandre, et j'ajouterais aussi que, paradoxalement, cette phase de marché assez douloureuse qu'on a vécue en 2002 a eu certains avantages aussi. C'est que ça a également permis de nettoyer un petit peu des anticipations qui étaient très exagérées sur des sociétés type d'hypercroissance, qui font 30% de croissance ou plus de leur chiffre d'affaires. Et ça a aussi permis de distinguer les différents niveaux de qualité entre les sociétés, dans le sens où on a très bien vu que des business models assez fragiles à l'origine et qui vivaient essentiellement dans un environnement de taux d'intérêt très bas pour se financer, mais aussi pour générer leur propre activité. Tous ces profils-là ont quand même été un petit peu nettoyés. Et à l'inverse, on voit l'émergence d'autres sociétés qui, par la qualité de leur bilan, leur capacité à générer du free cash flow, sont parfaitement capables de continuer de générer leur croissance. Certes, à un niveau peut-être un petit peu plus faible que les sociétés d'hypercroissance que j'ai citées. Mais ces sociétés-là, en fait, continuent effectivement d'enregistrer des taux de croissance, certes en ralentissement, mais en partant de bases extrêmement élevées. Comme vous l'avez dit, 2020 et 2021 étaient de très très bonnes années pour ces sociétés. Donc on normalise, et c'est aussi un avantage en fait de l'année 2022 qu'on vient de vivre. D'accord, donc quelque part, il y a un tri qui est fait entre les meilleures sociétés et les plus fragiles.
Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous citer, Alexandre, quelques-unes des applications qui vous semblent les plus porteuses aujourd'hui? Justement, si on voit un peu plus précisément, quels sont les secteurs qui ont le plus d'avenir au milieu dans ce grand. Évidemment, la digitalisation, c'est extrêmement vaste. Donc voilà, pour vous, qu'est-ce qui est le plus intéressant aujourd'hui? Alors nous, on a plusieurs aires d'investissement qui nous paraissent extrêmement intéressantes en ce moment, parmi lesquelles on va retrouver par exemple la cybersécurité. C'est assez intuitif, on a de plus en plus de digitalisation, d'appareils connectés qu'il faut protéger finalement. Donc on a une réelle demande pour ces acteurs-là qui fournissent des solutions de cybersécurité, d'autant qu'on a énormément d'innovation dans cet environnement actuel de la cybersécurité, parce qu'on a plus de menaces aussi, et on l'a vu avec la multiplication des attaques en provenance par exemple de Chine ou de Russie envers les pays occidentaux et les entreprises occidentales. Et on a aussi l'avènement de nouvelles technologies, typiquement l'intelligence artificielle qui répond bien aux besoins de la cybersécurité. On a dans les grandes entreprises des dizaines de milliers d'ordinateurs par exemple. On comprend bien qu'il est impossible pour les humains de traiter tous les événements cyber manuellement. Donc l'intelligence artificielle typiquement va permettre de répondre à cette problématique-là en traitant, en automatisant à la fois la détection et la réponse aux problèmes de cybersécurité. Une autre ère d'investissement qui est assez intéressante pour nous, c'est la simulation et les jumeaux numériques qui pénètrent vraiment absolument tous les segments, tous les secteurs finalement de l'économie. On va retrouver ça dans le médical, on va retrouver ça dans des applications de production, de manufacturing si on ose dire. Définir les jumeaux numériques, parce que je pense que tout le monde, c'est pas clair pour tout le monde. Oui, alors c'est vraiment l'idée de construire un jumeau en version donc numérique, digitalisé dans un logiciel, d'un actif, d'un produit, d'une usine, d'une ville même par exemple, ce qui va vous permettre de faire pas mal de choses, typiquement de faire de la simulation. Par exemple, si on parle d'une voiture, vous allez pouvoir simuler son aérodynamisme. Vous allez pouvoir simuler les échanges thermiques donc au sein du moteur. Dans l'univers numérique, vous recréez exactement votre voiture et vous pouvez faire toutes les expériences concrètes. Vous n'avez plus besoin de faire les vidéos qu'on voyait de faux accidents. Exactement. Alors ça a des intérêts en termes de rapidité de mise sur le marché et ça a des intérêts aussi en termes d'économie de coût puisque vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes de prototypage traditionnelles. Donc vous accélérez la mise sur le marché de vos produits tout en économisant un certain nombre de coûts, donc c'est assez intéressant. Donc c'est deux aires d'investissement qu'on trouve particulièrement attractives en ce moment et qui d'ailleurs n'ont pas montré de faiblesse particulière lors des derniers résultats qu'on a pu connaître pendant l'été. Jumeaux numériques et cybersécurité pour vous. Et Cédric, vous voyez d'autres applications porteuses au-delà de ces deux thèmes? Oui, alors j'ajouterais juste sur le jumeau numérique que ce n'est pas qu'une question de coût aussi. Hein. On voit que c'est devenu un outil d'innovation. C'est comment générer de la croissance alors qu'on est dans un environnement de croissance un peu plus faible. Ouais. L'outil digital et le jumeau numérique aident aussi les sociétés à innover, à accélérer la recherche et développement, lancer des nouveaux produits au bon moment, au bon client. Aujourd'hui, c'est une technique répandue d'innovation dans les entreprises de créer des... Effectivement, je suis d'accord avec Alexandre, révèle un vrai potentiel. Le jumeau numérique ou la simulation, pour revenir à votre question, il y a quelque chose d'assez fondamental derrière tout ça, c'est qu'on aura toujours besoin de semi-conducteurs. Oui, oui. Et c'est intéressant ce secteur. Les semi-conducteurs, c'est la matière première de ce vaste mouvement de digitalisation. C'est la matière première. C'est souvent un segment qui est un petit peu oublié, parce que c'est relativement cyclique, parce que c'est compliqué à comprendre aussi. Pourtant, c'est indispensable. Peut-être juste pour bien les semi-conducteurs, donc on peut dire que ce sont les puces au départ de... Peut-être pour nous expliquer en 2 secondes, c'est quoi exactement? C'est par exemple toutes les puces que vous avez dans vos téléphones qui vous permettent de communiquer, de naviguer sur Internet. Là, on parle vraiment d'objets physiques. Là, c'est le truc c'est un gros très objet concret. physique, c'est une puce. Il n'y a pas d'électrification des véhicules sans semi-conducteurs. Il n'y a pas de data center sans semi-conducteurs. Et donc il y a des grandes entreprises qui fabriquent ces semi-conducteurs. Absolument. Et on a bien vu en 2002 et depuis 2021 d'ailleurs à quel point c'était quelque chose d'assez indispensable finalement dans l'écosystème technologique. Tous les pays se battent pour avoir on voit qu'une pénurie de certaines puces qui coûtent quelques dizaines de centimes d'euros ont bloqué des chaînes de production automobile entières pendant quelques mois. Il faut bien avoir en tête que le semi-conducteur est vraiment indispensable en fait dans tout le processus de digitalisation. La digitalisation, ça passe déjà par des logiciels, alors le jumeau numérique, mais il y en a d'autres. Ça passe aussi par les data centers. On a besoin de data centers qui ont de plus en plus de capacités de calcul, de capacités de stockage. La transmission des données, c'est aussi par du semi-conducteur que ça se fait, de plus en plus rapidement en tout cas. Donc c'est quelque chose d'assez critique dans tout cet écosystème.
Non seulement pour la puissance de calcul, ça c'est le premier aspect qui est évidemment indispensable pour le semi-conducteur et l'appréhender, mais aussi pour l'efficacité énergétique. Il ne faut pas non plus oublier que le semi-conducteur est assez central dans la transition écologique ou la transition énergétique, dans le sens où un semi-conducteur, ça doit être performant, donc en puissance de calcul, mais ça doit être aussi performant d'un point de vue consommation énergétique et efficacité énergétique. On va peut-être rentrer dans une guerre énergétique. Les énergies renouvelables, c'est du semi-conducteur. C'est central pour avoir des énergies renouvelables performantes. Vous pouvez nous expliquer les énergies renouvelables, c'est du semi-conducteur? Oui, en fait, il y a une grande différence entre la puissance du courant qui est générée par les outils par les énergies renouvelables et la façon dont elle arrive chez vous. Et c'est la même chose dans les véhicules électriques, dans les stations de charge, dans les bornes de charge pour les véhicules électriques et aussi dans le véhicule. En fait, vous avez toujours besoin de plusieurs choses. Un, la transmission du courant évidemment. Deux, sa transformation en puissance. Et trois, sa gestion. Il faut avoir un outil assez complexe en fait, de gestion de l'énergie dans les véhicules électriques, par exemple, pour que ça consomme de façon efficace et que ça augmente votre autonomie, par exemple. Le semi-conducteur est central pour ça, l'autonomie du véhicule électrique. Ce que dit Cédric est extrêmement intéressant parce qu'il y a une histoire de hausse du contenu derrière ça aussi. L'industrie automobile, sur les dernières années, on n'a pas eu une grosse croissance des volumes. Et quand vous parlez aux acteurs des semi-conducteurs qui produisent ces fameuses puces de gestion de l'alimentation et de la puissance, ils vont vous dire qu'effectivement, il y a une très forte croissance. Et c'est d'ailleurs probablement la partie du marché des semi-conducteurs qui a le plus cru cette année. Parce qu'on a cette électrification du véhicule, cette hausse du contenu technologique au sein des véhicules qui profite à ces acteurs-là. Donc effectivement, c'est des tendances qu'on peut capter au travers des acteurs des semi-conducteurs. Voilà, et le deuxième point peut-être que je voudrais aborder, et qui est d'ailleurs très en lien avec le semi-conducteur, on a vu aussi cette année qu'il y avait eu un décalage très fort entre tout ce qui concerne d'un côté la digitalisation des entreprises et tout ce qui concerne le consommateur d'un autre côté. 2020-2021, des années d'hypercroissance assez anormales d'ailleurs pour le marché du PC, qui a beaucoup corrigé cette année. Le marché du smartphone corrigé aussi, ça c'est essentiellement aussi en raison de ce qui s'est passé en Chine et des confinements à répétition. Mais globalement, on voit qu'il y a eu une accélération de la pénétration de tous les services digitaux en 2020-2021 côté consommateur, qui a beaucoup normalisé en fait cette année. Donc il y a eu beaucoup moins de croissance sur les plateformes de streaming, par exemple, sur les recrutements d'abonnés. C'est ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux et donc derrière la publicité digitale. En revanche, côté entreprise, il n'y a pas de retour en arrière. Quand on commence à investir dans des plans pluriannuels de transformation de son outil industriel pour le digitaliser, on ne peut pas revenir en arrière. Et globalement, c'est des usages qui sont assez sticky, comme on dit en anglais. Une fois qu'on les a adoptés, on ne les abandonne pas comme ça du jour au lendemain. C'est valable côté consommateur, côté entreprise évidemment, mais il faut bien avoir en tête que ça vit des cycles qui sont assez différents. D'accord, et donc c'est intéressant. Donc c'est des croissances sur plusieurs niveaux. Et moi, quand on a commencé à réfléchir sur ce thème de la digitalisation, je pensais, mais c'est peut-être naïf, beaucoup au sujet des villes d'avenir, les fameuses smart cities, qu'on voit doucement. Enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'à Paris, on n'est peut-être pas encore tout à fait au cœur du process, mais dont on parle beaucoup. Je ne sais pas. Alexandre, est-ce que c'est un potentiel d'avenir, les villes du futur, la ville de demain? Est-ce qu'elle sera entièrement digitale? Je ne sais pas, comment vous voyez ça? Alors peut-être avant de répondre à la question, revenir sur ce que c'est finalement une smart city, la définition qu'on a autour des villes intelligentes. Ça va vraiment être cette combinaison d'un ensemble de techniques et de technologies qui vont rendre nos villes plus adaptatives, plus efficientes et donc in fine un peu plus intelligentes. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça va toucher vraiment plusieurs strates de notre vie citadine. Et alors pourquoi aussi on parle beaucoup de cela? Parce qu'aujourd'hui on a à peu près 55% de la population mondiale qui est citadine. Et ce chiffre devrait passer, si on écoute les Nations Unies en tout cas, à environ 70% à horizon 2050. Ce qui représente en termes de chiffres absolus à peu près 2 milliards de citadins en plus dans une trentaine d'années. Donc c'est pas neutre. Et si on veut répondre notamment à des problématiques climatiques, des problématiques sociales, il va falloir rendre nos villes un petit peu plus
plus efficiente et un petit peu plus user-friendly, si j'ose dire. Alors ça va revêtir plusieurs réalités. On va avoir par exemple la mobilité qui va être impactée. Je suis désolé. Vous allez avoir par exemple des services de déplacement, de partage de véhicules, par exemple, des flottes connectées de véhicules autonomes qu'on pourra utiliser. Et donc tout le monde aura une appli pour partager son véhicule, par exemple, on peut avoir ça. Ouais. On va avoir aussi, et là c'est plus intéressant en termes d'efficience énergétique, on va avoir des réseaux intelligents, alors que ce soit sur nos infrastructures d'eau, sur nos infrastructures d'électricité, sur l'éclairage public aussi. On va avoir par exemple des capteurs un peu partout qui vont déterminer s'il y a du monde dans la rue ou pas, s'il y a des véhicules ou pas dans la rue, si la lumière doit être allumée ou non. De la même manière, dans les infrastructures d'eau, on va retrouver des capteurs un peu partout qui vont être en mesure de déterminer s'il y a des problèmes de pression, s'il y a des fuites, pour mieux économiser l'eau aussi, qui est une ressource assez rare. Donc on va avoir énormément d'applications comme ça. On va retrouver aussi d'ailleurs une application de jumeaux numériques pour les villes. Et un très bon exemple de ça, c'est la ville de Singapour, qui a donc créé un jumeau numérique de la ville. Et là, on va retrouver énormément d'applications aussi. Vous êtes en mesure de mieux prévoir l'aménagement de votre ville, que ce soit par exemple pour les routes, pour éviter les congestions en termes de trafic, que ce soit la manière dont vous placez les bâtiments pour les échanges thermiques au sein même de la ville. Vous pouvez simuler tout ça pour qu'il y ait par exemple un meilleur passage du vent, pour que la ville soit plus aérée. C'est aussi bête que ça, mais ça peut fonctionner. Vous allez avoir différents types d'applications aussi qui vont permettre aux citoyens, je sors du jumeau numérique, mais de s'engager directement avec la municipalité, les institutions publiques, les entreprises au service des citoyens en termes de mobilité par exemple, donc des plateformes logicielles qui vont rendre finalement l'échange citoyen, institutions publiques et société un peu plus simple. Donc ça revêt vraiment plusieurs réalités. Et ce qui est intéressant, et j'en reviens un petit peu à ce qu'a dit Cédric tout à l'heure, c'est que on ne va pas avoir que du dématérialisé, on va avoir un impact sur, donc encore une fois, les infrastructures, sur les bâtiments intelligents, on va avoir un impact sur la demande de semi-conducteurs pour avoir des capteurs un petit peu partout, on va avoir des impacts sur les acteurs du logiciel qui vont nous fournir ces fameuses plateformes qui à la fois permettent de remonter les données, permettent aux citoyens de s'engager dans leur ville, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut le jouer, ce thème ou cette thématique de ville intelligente à plusieurs niveaux. Du coup, c'est un gisement de croissance incroyable pour le secteur. Je pense, à mon avis, que ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans les deux prochaines années de manière brutale. Si on regarde, encore une fois, l'exemple de Singapour, qui est de manière assez régulière élue la ville la plus intelligente du monde, ils ont commencé ce travail-là il y a plus de 30 années. Donc ça met du temps. Donc avant que Paris soit connecté comme ça, vous misez sur 30 ou 40 années Alors Paris, ce sera peut-être un peu plus long. On est un petit peu lent en France à adopter les nouvelles technologies parfois. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte aussi de la visibilité en termes d'investissement, parce qu'on sait que ce n'est pas une tendance qui va disparaître au bout de 3-4 ans. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Oui, on va vers ça dans tous les cas. Oui. Et puis ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on ne parle pas de science-fiction là. On parle de sujets qui sont déjà engagés. Il y a Singapour, il y a aussi des villes plus petites. En France, il y a Rennes qui a un gros projet. Il y a aussi une banlieue de Rennes qui s'appelle Saint-Grégoire, qui est une petite ville, mais qui a un projet pour nous avons notre smart city, comment mieux utiliser la donnée pour aider les commerçants. C'est des projets qui sont très très concrets. D'accord, ça c'est intéressant. Il y a un sujet que nous n'avons pas encore évoqué, qui est quand même aussi au cœur de vos métiers, qui est l'ISR. Et Cédric, je voulais vous demander comment tous ces thèmes d'investissement, de développement s'articulent avec ces problématiques ISR. Il y a deux sujets relativement importants quand on parle de digitalisation et qu'on met des sujets ESG en face. Le premier, c'est peut-être l'environnement. On a beaucoup parlé de data center. Tous les logiciels tournent aujourd'hui sur des data centers, sur le cloud. Il y a du semi-conducteur, du data center. C'est deux industries qui sont quand même assez génératrices, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc la problématique, évidemment, c'est de savoir comment les entreprises sont capables de gérer ça. Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place? Est-ce que la performance est mesurée? Est-ce que moi, investisseur, j'arrive à la mesurer dans le temps, en tout cas, à la suivre, et me dire que l'entreprise, en fait, adresse bien ce sujet parce qu'elle en est bien consciente. Le deuxième sujet par rapport à l'environnement, c'est un vrai sujet d'arbitrage. Est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup de data centers répartis un petit peu dans toutes les entreprises, et les entreprises gèrent cette problématique à leur façon, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir ça plutôt centralisé dans ce qu'on appelle des hyperscalers, et qui en général ont quand même plus de moyens
à investir pour améliorer leur efficacité énergétique et bien gérer cette problématique qui est un vrai sujet. Ensuite, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les externalités positives. Donc, le semi-conducteur est une industrie qui émet des gaz, qui consomme beaucoup de ressources. Mais encore une fois, l'électrification des véhicules, c'est un sujet semi-conducteur, c'est assez essentiel. Et donc il y a des externalités positives qui sont générées par ces industries-là. Vous arrivez à mesurer Absolument. Ensuite, le deuxième sujet qui est évidemment assez critique, c'est celui de la data. Vous l'avez dit en introduction, on vit dans un monde qui génère de plus en plus de data, de façon exponentielle. Ces données, il y en a aujourd'hui très peu qui sont exploitées en réalité, en proportion de ce qui est généré. Mais évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui basent leur business model sur leur capacité à analyser les données qu'on génère. Alors à la fois dans les entreprises, mais aussi nous en tant que consommateurs. Donc la façon dont ces données sont gérées par les entreprises, anonymisées, ce qui est le nerf de la guerre, je dirais, ça c'est un sujet de gouvernance dans les entreprises qui est assez essentiel, qui ne peut pas se faire d'ailleurs uniquement au niveau des entreprises. Et c'est bien pour ça que partout à travers le monde, on a vu depuis 2 ans beaucoup de régulations se mettre en place, ce qui est plutôt une bonne chose. Aux États-Unis, il y a le Cloud Act, qui est assez dur pour les entreprises partout dans le monde. En Europe, évidemment, on a la GDPR. Et en Asie, la Chine en particulier a mis en place beaucoup de mesures pour mieux contrôler la donnée et faire en sorte que les utilisateurs en fait, ne soient pas lésés par l'utilisation qui est faite de la donnée. Donc c'est vraiment les 2 sujets essentiels que je verrais. 1, l'impact environnemental évidemment, et 2, le sujet assez central de l'utilisation des données. D'accord. Merci Cédric. On a fait un bon tour du secteur, vers différents potentiels, comment ils progressent depuis quelques années. Vous nous avez montré des perspectives, mais peut-être concrètement pour les épargnants aujourd'hui, les épargnants qui ont un peu de capital et qui aimeraient investir sur ce secteur. C'est quand même ça sans doute qui intéresse ceux qui nous regardent avant tout. Concrètement, qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui? Quel secteur il faut jouer, vous pensez? Alexandre, par exemple. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cet univers de la technologie, du digital, on va pouvoir diversifier ses investissements, on va pouvoir trouver des acteurs qui vont être directement engagés dans des processus manufacturiers, si on parle encore une fois de logiciels de conception, si on parle de jumeaux numériques. On va trouver aussi des acteurs dans le domaine du médical, et là c'est peut-être intéressant dans l'environnement macroéconomique dans lequel on est, où on a a priori un ralentissement de la croissance mondiale. Les acteurs médicaux sont, en fonction de leur business, un petit peu plus défensifs. Donc on va trouver des acteurs, par exemple, qui font des logiciels d'analyse de données, d'essais cliniques par exemple, qui permettent de se montrer aussi un peu plus résilients, encore une fois, si on a un ralentissement économique. Vous allez retrouver aussi des acteurs, là je pars peut-être un petit peu plus sur le côté robotique de la stratégie que je gère, mais des acteurs qui vont commercialiser des équipements ou des robots qui permettent d'automatiser un certain nombre de processus dans les laboratoires de recherche ou de diagnostic par exemple. Vous allez aussi retrouver de plus en plus d'acteurs qui font des logiciels de gestion de la supply chain, qui vont vous permettre la chaîne d'approvisionnement. Donc en ce moment, c'est assez en tendance avec les problématiques qu'on a eues à la suite de la pandémie. Donc des acteurs qui vont vous permettre de trouver des fournisseurs, des acteurs qui vont vous permettre de mieux comprendre où sont vos stocks de composants, comment il faut le gérer, etc. Donc c'est vraiment ce que je trouve intéressant, c'est que quand on parle de technologie, d'intelligence artificielle ou de robotique, on est en mesure d'adresser vraiment tous les segments de l'économie et de vraiment diversifier ses investissements. Donc pour trouver dans chaque segment exactement. On a des acteurs qui vendent à toutes les industries du monde, donc c'est extrêmement intéressant. Donc jouer la technologie d'une certaine manière, ça permet aussi de s'exposer à un ensemble de marchés finaux très diversifiés. Et a priori d'entreprises plutôt en croissance, évidemment. A priori, absolument. Ouais. Là, vous nous avez parlé du médical qui est plutôt défensif, parce qu'évidemment, une des questions aujourd'hui, et surtout en ce moment où il y a tant d'inconnus des investisseurs, c'est de savoir comment se protéger contre la volatilité. Je ne sais pas, Cédric, qu'est-ce que vous conseilleriez pour des investisseurs très, très sensibles à la volatilité, qui la craignent? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut jouer pour ça? Pour se protéger de la volatilité, je pense qu'il faut être sélectif. Il faut savoir reconnaître des business models qui sont solides et d'autres qui le sont beaucoup moins. Il
faut savoir reconnaître des sociétés qui sont capables d'autofinancer leur croissance et d'autres qui en sont capables uniquement quand il y a un flux une masse de capitaux disponibles hyper importante pour venir financer une activité et financer sa croissance. Dans la sélectivité, il faut aussi se dire que le digital, c'est un écosystème finalement, avec plein de sociétés qui sont assez hétérogènes, comme le disait Alexandre, et qui pourtant sont toutes dans une chaîne de valeur et sont toutes imbriquées d'une façon ou d'une autre. Donc il faut avoir cette flexibilité à un moment de se dire aujourd'hui la croissance est là, alors que là j'ai un risque sur un business model ou de marché qui est déjà trop pénétré ou de marché qui va être en ralentissement. Donc il faut avoir la flexibilité de se dire, là j'ai un marché adressable qui est en croissance pour une société, là j'ai un marché qui est déjà un peu saturé, là j'ai un business model de qualité ou pas. D'accord, donc voilà, être sélectif pour essayer de trouver, et donc au fur et à mesure, en plus évidemment de la conjoncture, changer. Parce que quand on vous écoute depuis tout à l'heure, on a quand même l'impression que c'est évidemment un secteur d'avenir, de croissance. Mais est-ce qu'il y a des grands risques quand même? Est-ce qu'on peut... quels sont les grands risques? Qu'est-ce qu'il faut, justement, pour être sélectif? Et qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête? Quels sont les risques à éviter? Moi, je rejoindrai un petit peu Cédric sur ce qu'il a dit au tout début de cette émission et à l'instant, sur le fait qu'il faut être assez attentif aux fondamentaux et notamment financiers des entreprises. Il peut y avoir des formes de bulles en fait. Exactement, et c'est un peu ce qu'on a constaté en fin d'année 2021 et ce dont parlait Cédric, cette espèce de nettoyage qu'on a vu sur les valeurs technologiques qui ne généraient pas de marge, qui ne généraient pas de trésorerie, qui avaient des bilans où finalement ils brûlaient beaucoup de cash et donc les investisseurs étaient prêts à payer une croissance et des marges hypothétiques à horizon 5-6 ans. Donc là-dessus, on est en mesure de trouver des acteurs qui ont des bilans encore une fois très solides, qui vont être capables de, encore une fois, financer leur croissance, de continuer à investir même si la macro est compliquée, et ce qui est souvent un moment de différenciation puisque ces acteurs-là sont en mesure de poursuivre leurs investissements, de se différencier technologiquement et in fine d'aller chercher des parts de marché et de croître plus que les autres. Donc c'est là aussi où il y a des opportunités qui se créent dans ces périodes de contraction boursière, des multiples assez fortes et de stress aussi macroéconomique. C'est là où nous, en tant que gérants actifs, on doit être en mesure de déterminer quelles sont les sociétés qui demain seront finalement en mesure de soutenir leur croissance, de soutenir leurs investissements. Donc là-dessus, je rejoins complètement Cédric, il faut être assez rigoureux sur la valorisation et les fondamentaux des entreprises. Et peut-être quelque chose de particulier dans la technologie, mais même si on le retrouve dans d'autres secteurs, on l'a vu avec les renouvelables et l'hydrogène par exemple, il faut faire attention à ces phénomènes de bulles où une nouvelle technologie apparaît, tout le monde s'excite un petit peu, tout le monde est acheteur du papier, et voilà, on tire les multiples de valorisation à la hausse, on tire les cours à la hausse, et voilà, il y a ces phénomènes... la tendance est très positive, mais ce qui n'empêche que dans la vague, ça peut cacher quelques très mauvais états. Si vous me permettez l'expression, il faut aussi savoir se protéger un petit peu, prendre du recul en tout cas sur des thématiques un peu tarte à la crème. Oui, d'accord. On a tous vu l'année dernière ce que le métaverse avait donné. Il n'y avait rien derrière. On a une grande entreprise américaine qui a décidé de changer de nom. Oui. Ça entraînait un phénomène de bulle, comme vous le disiez, sur une thématique en fait qui est peut-être valable à 5-10 ans. Excellent exemple. Mais qui aujourd'hui il fallait pas tomber. Et creuse. Il ne fallait pas l'année dernière tomber dedans. Ce qui n'est pas si évident quand il faut beaucoup de recul. Il faut du recul. Pas sauter sur chaque nouvelle tendance. Garder en tête ce que nous a bien dit les grands fondamentaux. Mais on a, je crois, des questions de nos auditeurs. Attendez, ouais. Le premier, c'est dans ce contexte géopolitique incertain, qu'on connaît bien, quel pourrait être l'impact de la disponibilité des semi-conducteurs sur les valeurs? C'est un sujet évidemment important, parce qu'il y a des grands enjeux de souveraineté derrière cette disponibilité des semi-conducteurs. Je ne sais pas qui a envie de répondre. Je vais prendre le sujet si tu veux bien. L'enjeu, il n'est pas uniquement sur les valeurs. Il est assez mondial finalement et il est assez central pour toutes les industries dont on vient de parler. Encore une fois, il n'y a pas de propagation de la digitalisation sans semi-conducteurs. Aujourd'hui, on voit bien que géopolitiquement, c'est le sujet peut-être le plus important dans les relations entre les Américains et les Chinois autour de l'hégémonie technologique. Depuis 2 ans, toutes les mesures qui ont été prises par les Américains contre la Chine concernent le semi-conducteur.
Il y en a encore eu il y a quelques semaines avec l'interdiction de l'exportation d'un certain nombre de semi-conducteurs vers la Chine pour bloquer le développement de l'intelligence artificielle sur la Chine. Donc géopolitiquement, c'est déjà un vrai sujet. Évidemment, il y a Taïwan, la place de Taïwan sur l'échiquier mondial qui est assez centrale par rapport à tout ça. Donc si demain on n'avait plus de semi-conducteurs, on a déjà vu l'année dernière et cette année qu'il y a des chaînes de production automobile qui avaient été bloquées pendant plusieurs mois. Imaginons ça à une ampleur encore un petit peu au-dessus. On voit la problématique que ça pourrait créer sur les supply chains, sur la croissance économique mondiale. C'est pour ça que Paris était si fier d'annoncer il y a quelques mois qu'on allait avoir qu'il y a des grands investissements dans une usine de semi-conducteurs en Isère. C'est aussi pour ça que tous les grands continents, l'Europe et les États-Unis, ont annoncé des grands plans de subvention de l'industrie semi-conducteur pour relocaliser une partie de la production de semi-conducteurs à la fois en Europe et aux États-Unis. Si je peux rajouter quelque chose sur ce sujet, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ça peut aussi créer des opportunités malgré tout, ce phénomène finalement de rapatriation des capacités de production plus proches de la demande, notamment dans nos pays occidentaux. On peut le voir aussi d'une manière positive, on va retrouver finalement une demande accélérée pour certaines machines qui sont nécessaires pour produire les semi-conducteurs. On a quelques champions en Europe qui fournissent ces machines-là et qui vont bénéficier de cette tendance de création de nouvelles usines, puisque si vous voulez créer des nouvelles usines, vous avez besoin de machines de production, et donc ça crée aussi de la demande pour certains acteurs. Donc même dans ce qui peut paraître pas une opportunité, mais plutôt l'inverse, on va justement trouver des choses intéressantes en termes d'investissement à faire pour répondre à cette problématique-là. D'accord. La démondialisation, comme on dit. Exactement. On va voir jusqu'où ça va. Est-ce qu'on a une autre question? Une question très intéressante. La robotisation ne risque-t-elle pas de détruire énormément d'emplois? Ce serait qu'on en parle tous les trois depuis tout à l'heure en se réjouissant beaucoup de ce phénomène, mais derrière, évidemment, la question de l'avenir du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? On va peut-être même élargir au-delà de la robotique pure et dure. On peut parler d'automatisation de manière générale, d'automatisation de process bureautiques. Alors effectivement, il y a des métiers qui vont être plus à risque que d'autres. On peut estimer que les métiers les moins qualifiés seront plus à risque que d'autres. Est-ce que dans 20 ans, on aura toujours besoin d'un caissier? Est-ce qu'on aura toujours besoin d'un comptable même? Parce que c'est un environnement... On se dit presque dans un an plutôt que dans 20 ans. Ça peut être plus rapide que ça, effectivement, mais il y a un certain nombre de métiers, notamment dans des environnements qui sont très structurés avec des tâches répétitives, qui sont plus faciles à automatiser que d'autres. Si on regarde les dernières études qui sont disponibles, il y en a une notamment du Forum économique mondial qui date de 2020, qui estime que ce phénomène d'automatisation devrait détruire à l'échelle mondiale un peu plus de 70 millions d'emplois, mais devrait en créer un peu plus de 80 millions. Parce qu'on va avoir besoin d'ingénieurs, parce qu'on va avoir besoin de gens qui vont aussi superviser les systèmes robotiques, les systèmes d'automatisation. Donc, quand je dis ça, on voit bien malgré tout qu'il va y avoir donc effectivement une accélération de la demande de certains profils, mais des profils assez qualifiés. Des grands enjeux de formation derrière. Du coup. Exactement, c'est exactement ça. Il faut qu'il y ait une transition, un accompagnement à la fois des acteurs privés et des acteurs publics pour que les gens soient requalifiés, soient formés. Sinon, effectivement, on pourrait avoir un impact négatif de ces technologies-là. Mais je verse du côté optimiste et j'espère que nos dirigeants à la fois politique et d'entreprise. On voit bien, c'est des plans de formation, c'est pas ça. Tous les 2 ans, des nouveaux sont annoncés, mais on voit bien que c'est pas si simple de faire bouger les gens de métiers très... C'est une condition effectivement nécessaire pour que la transition se fasse correctement et soit acceptée socialement. Bon. Rendez-vous dans quelques années. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Merci à plus, et puis ça se termine avec ces points d'enjeux presque démocratiques, géopolitiques. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez regardés, et je vous dis à bientôt.